Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Refresh. Dans l'actualité aujourd'hui, nous allons parler du Sénégal avec l'élimination des Lions de la Teranga au mondial qui suscite de vives tensions dans le pays. Et nous parlerons également du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a lancé la réforme de l'acte 4 de la décentralisation. Nous irons notamment en RDC pour parler de l'OMS qui lance un essai clinique contre le virus Ebola. Vous aurez aujourd'hui dans votre émission l'édito qui va parler de l'occupation du littoral, le thread avec IB et notamment fierté locale avec Diagne. Le développement, c'est dans un instant. Soyez les bienvenus dans ce Refresh. Nous démarrons avec Actu Refresh avec la charmante Willy. Bonjour. C'est un grand plaisir quand même de vous retrouver sur le plateau. Et bien avant, tu as vu ton voisin? Qui est juste à côté là. Oui. Le grand revenant. Oui, ça fait un plaisir de vous retrouver sur le plateau, même si je vous suivais de très près durant les 2 dernières émissions. Et déjà, félicitations pour le travail. Et voilà, on est là, présent, et pour servir ceux qui nous suivent sur nos plateformes digitales. Plaisir partagé. Alors, Willy, on parle d'abord du Sénégal avec des tensions qui éclatent après l'élimination des Lions de la Teranga au mondial. Effectivement, Amina, l'élimination du Sénégal en 16e de finale de la Coupe du Monde face à la Belgique, 3-2 après avoir mené de 2 buts à moins de 10 minutes quand même de la forme du match, provoque de vives tensions au sein de la sélection. L'avenir du sélectionneur sénégalais Pape Thiaw, qui est déjà suspendu pour les 5 premiers matchs des qualifications à la CAN 2028, apparaît incertain. De son côté, le milieu de terrain Pape Gueye a annoncé qu'il ne va plus jouer avec les Lions de la Teranga tant que le staff technique actuel restera en place. Le sélectionneur sénégalais est vivement critiqué par une partie de la presse de la population sénégalaise pour ses choix tactiques, tandis que plusieurs cadres dont Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye et Sadio Mané pourraient également s'interroger sur la suite de leur carrière internationale. Avec cette élimination, il faut le rappeler, le Sénégal rejoint la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud parmi les sélections africaines sorties dès les 16e de finale du Mondial 2026. Rappelons quand même que le Maroc est toujours, qui poursuit toujours du moins son parcours en phase d'élimination directe. Nous allons se pencher. Qu'est-ce que le Maroc vient faire dans l'élimination du Sénégal? Les pays africains sont en train de perdre, les équipes africaines sont en train de perdre en 16e de finale. Là, quand même, ça fait plaisir de voir plus ou moins d'autres qui sont en train de s'en sortir et de se qualifier à ces prochaines matchs. Tu es habillée comme une Marocaine aujourd'hui. Je ne vais pas répondre à cette provocation-là, Diane. On va se pencher un peu sur cette actualité. C'est d'ailleurs l'occasion de saluer Grand Ibou et Ibé qui sont sur le plateau. Peut-être un petit commentaire là-dessus. Ça fait très mal quand même. C'est la notion d'émotion. Le football est à la base des émotions. Il s'avère qu'il faudrait un tacticien, mais aussi un logisticien. Il s'avère que notre coach a beaucoup de lacunes qui est due à son parcours déjà. Il a fait Niaritali. Niaritali est parti en seconde division. Il a fait l'équipe nationale, le CHAN, qu'il a eu à gagner, et également la CAN. Ça, ce sont des principes positifs. Après, il faut les fructifier en densifiant ces séminaires, ces séjours. Il me semble que sur les 2 années dernières passées, notre coach n'a pas eu beaucoup de séminaires et d'ateliers qu'il a eu à pratiquer au niveau personnel d'abord, un investissement. Excuse-moi de t'arrêter, mais ce n'est pas un séminaire atelier qui vont renforcer les capacités de Pape Thiaw. Vous savez, l'acquisition de connaissances, elle est faite à travers des ateliers et des séminaires. Il ne les a pas eus. Il faut renforcer. Je ne parle pas d'acquérir. Il doit renforcer ses capacités de logistique. La tactique, il connaît. Mais c'est la logistique qui a posé problème. Et la première logistique qui a posé problème, quand je parle de logistique dans le football, c'est une chose qui est très simple. C'est comme une guerre. Qui sont les éléments qui sont rentrés dans le champ qu'on appelle terrain? Il a amené 2 milieux de terrain. Ça, c'est de la logistique. La tactique, c'est de leur dire comment ils doivent conserver le ballon dans les zones d'acquisition, dans les zones de conservation et de réalisation. Mais c'est la logistique qui pose problème. Ce n'est pas sa tactique. Et la logistique, on est obligé qu'on soit un informaticien, qu'on soit un transitaire, qu'on soit un plombier, qu'on soit un entraîneur de foot, on est obligé toujours de faire des renforcements par ce qu'on appelle les mises à jour.
Lui, il n'a pas su, avec la logistique, le nombre d'individus qu'il doit remplacer par d'autres individus. C'est là où il a échoué. Mais il n'a pas échoué au niveau de sa tactique. Malheureusement. Et là, on passe à la seconde information. Le président Bassirou Diomaye Faye qui lance la réforme de l'acte 4 de la décentralisation. Il a fait ce jeudi au CICAD de Diamniadio. Effectivement, le chef de l'État a assuré que les futurs pôles territoires ne vont plus constituer, en tout cas ne seront plus en nouvel échelon administratif, mais serviront à renforcer la coordination entre les collectivités locales et à porter des projets de développement structurants. Alors la réforme repose sur 4 axes majeurs, c'est rapprocher la décision du citoyen, valoriser les initiatives locales, mais également renforcer les capacités des collectivités territoriales et promouvoir l'intercommunalité entre la bonne gouvernance. Le gouvernement prévoit de structurer le pays en 8 pôles territoires spécialisés afin de réduire les inégalités entre Dakar et les autres régions. L'objectif affiché est de doubler d'ici 10 à 15 ans la contribution économique des régions hors Dakar et de porter le PIB national de 18 620 milliards à 110 000 milliards de francs CFA. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a annoncé que la mise en œuvre de cette réforme va débuter juste après l'adoption des textes législatifs, Aminata. En tout cas, on s'attend à ce que toutes les localités du pays soient servies. Et on passe à la RDC avec l'OMS qui lance un essai clinique contre le virus Ebola. Effectivement, c'est le virus Ebola Bundibugyo qui est responsable de l'épidémie en cours en République démocratique du Congo. Le premier patient a déjà été inclus dans cette étude coordonnée par des chercheurs congolais, belges et britanniques. Depuis le début de l'épidémie, en mai, la RDC a enregistré 1406 cas confirmés, 300 cas suspects et 438 décès. Selon les dernières données de l'Organisation mondiale de la santé qui a partagé ces informations-là, aucun vaccin ni traitement homologué n'existe actuellement contre cette souche du virus. Mais l'OMS espère que cet essai va permettre d'identifier des traitements efficaces pour réduire la mortalité qui est liée à cette maladie hautement contagieuse. C'était tout. Et c'était tout, Aminata. Merci, Willy. Un plaisir. Et on passe tout de suite au Hello Refresh. Moi, c'est Kadjo Nyang. Je suis la fondatrice et directrice de Solaricobat. L'idée de création de Solaricobat m'est venue lors de mes études supérieures, quand j'étais en avant-dernière année de l'école d'ingénieur. Donc, l'idée a été écrite en 2016. Et elle a été mise en pratique en 2018. Parce qu'on sait qu'en Mauritanie, le taux d'accès à l'électricité est très faible au niveau du milieu rural, c'est autour de 16%. Donc ça veut dire qu'il y a 84% de la population qui n'ont pas trop accès. Donc le développement des énergies solaires est très primordial, en tout cas pour l'accès à l'électricité dans le milieu rural. Et aussi le développement agricole, donc il ne faut pas oublier, parce qu'on a beaucoup d'infrastructures agricoles qui n'existent pas, tout ce qui est conservation, la transformation. Et là le développement des énergies solaires est primordial pour ça. Ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, on va dire, dans le domaine. Je suis la seule, des fois, il n'y a pas... même si on part dans les appels d'offres, on regarde autour de nous, on a que des entreprises dirigées par des hommes. Même les jeunes, il n'y en a pas beaucoup, il y en a un peu aussi, ça commence, mais pas beaucoup. Tout ce qui est l'utilisation de charges lourdes et tout, on a des équipes aussi, je ne travaille pas toute seule, j'ai mes équipes avec moi, qui s'occupent des techniciens, qui s'occupent de ça, on a des techniciens, on a des manœuvres, donc qui s'occupent de soulever ou installer. Donc moi, je fais que la supervision actuellement. En Mauritanie, il y a un potentiel énorme de l'énergie solaire. Déjà, on est ensoleillé presque toute l'année. Et que, vous savez même, il y a aussi beaucoup de politiques qui facilitent également l'utilisation de l'énergie solaire, l'État qui le facilite, parce que le pays est vaste déjà, on ne peut pas électrifier tout le pays d'une manière classique. Donc c'est obligatoire qu'on développe l'utilisation de l'énergie propre, surtout le solaire, pour l'électrification rurale. Donc on sait qu'en Mauritanie aussi, il y a plein de projets, des accords qui sont signés pour le développement des centrales, que ce soit photovoltaïque ou gaz, ou aussi la réalisation des projets d'hydrogène vert, vous avez entendu parler. Donc en tout cas, la Mauritanie est convoitée dans ce sens-là. Donc je pense que c'est un futur prometteur, donc que tout le monde aussi doit se préparer pour ça et se mettre à niveau par rapport aux futurs projets qui vont venir, Inch'Allah.
Grand Hibou nous le disait tantôt, l'édito d'aujourd'hui s'intéresse au grand littoral avec l'occupation anarchique. Oui, occupation déjà, et une partie qui est anarchique et une partie qui semble être légale en suivant certaines procédures, des procédures administratives où la population locale elle-même ne semble pas être impliquée. Et le premier préjudice d'abord au niveau de l'occupation maritime, c'est d'abord que vous n'avez plus la vue sur la mer. Et nous le savons que quand on a un appartement vue sur la mer ou pied dans l'eau, il n'y a pas plus agréable. Du coup, est-ce que nous allons continuer à subir ces formes d'agression, ces formes d'injustice sociale et ces formes même d'une hiérarchisation de la population? Parce qu'au nom de quoi, en étant Dakarois, en étant citoyen à part entière, peu importe, qu'on puisse me dire, je n'ai pas accès à la vue de l'eau, de la mer, d'apprécier et de passer même des moments. Alors que Dakar est une presqu'île. Hein? Oui, et le Sénégal compte 700 km de littoral. Rien qu'à Dakar, vous avez deux façades. La façade qui nous vient de Ndar et l'autre façade qui va vers la Petite Côte. Sans oublier la tournure de Kayar jusqu'à Mbour. Mais finalement, pourquoi et qui les occupe? Ce sont des procédures légales qui sont gérées au niveau du domaine, de la direction qui gère les domaines, du ministère des Finances. Mais sauf que localement, la commune ne peut pas intervenir sur le littoral maritime. Pour la simple raison que c'est des zones où il est interdit de construire, mais avec des dérogations. Oui, à une certaine distance. Donc, c'est un comité extrêmement restreint. La solution, c'est d'impliquer la gouvernance locale. Rien n'empêche que les ASC, que les daïras, que les représentations locales puissent être dans un comité de pilotage avec la commune elle-même et avec l'État décentralisé. Et l'acte 4 devrait aller vers ce sens, parce qu'on veut plus de gouvernance locale pour qu'il y ait plus de justice locale. Mais savez-vous que si vous prenez de Djander et que vous arrivez jusqu'à Soumbédioune et que vous allez jusqu'à Popenguine, toutes ces zones-là sont privatisées, sauf une petite infime partie qui se trouve à Guédiawaye, la place de Malibou. Et qui sera bientôt du lot. Exactement. Si l'acte 4 n'intègre pas, avec la boom démographique, il y aura forcément plus de tensions. Parce que le ressenti d'injustice, si on prend même les grandes nations, que ce soit les États-Unis et autres, c'est le sentiment d'injustice qui a causé la révolution américaine, qui a causé également la révolution française. Il ne faut pas sous-estimer le départ de feu. Rien qu'habitant à Guédiawaye, je n'ai que la plage de Malibou pour me distraire, pour faire un peu de sport. Mais si on privatise cette zone, qu'est-ce qui va se passer? C'est différent de celui qui est à Niayes Thioker, qui parlait à Koussoum. Parce qu'ils ont réussi à privatiser, mais également donner un accès à la population de base avec des zones de loisirs. Mais à Malibou, est-ce que le risque n'est pas de se retrouver avec le front de Mermoz où tout est privatisé? Et après, durant les échanges avec un expert, il me dit, oui, mais entre la plage et la zone privatisée, on laisse un accès de 10 mètres. Mais c'est 9,46 mètres, il me dit. Et parfois, qui ne sont même pas respectés. Alors, si vous venez là-bas pour dire, je veux accéder à la mer, logiquement, dans les textes, il doit vous donner un accès pour que vous allez à la mer. Mais il ne vous donne pas l'accès. Parce que sur 2-3 km, vous ne pouvez pas. Vous pouvez, à partir de l'IFAN, là-bas, accéder à la plage, mais arrivé un instant, vu comment le bâtiment est édifié, vous êtes obligé de grimper ou bien de prendre un cerf-volant. Rien que pour accéder à la mer. Mais si vous habitez à côté et que vous avez un petit truc pour accéder à la vue sur mer, vous ne pouvez pas. Parce que les bâtiments sont de telle sorte qu'ils vous privent ce droit. C'est un droit. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut de la gouvernance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une gouvernance concertée avec les communes, mais avec les organisations communautaires, pas directement la commune qui les représente. Une ASC représente les intérêts locaux, les daïras, les badjanougas et même les mosquées, les chefs coutumiers. Et moi, excuse-moi de t'interrompre, j'ai envie de dire même une gestion rigoureuse, pas seulement de façade. Oui, il faudrait que dans ce cas, les audits qui sont faits, qui a permis de geler, là actuellement depuis 2 ans, il y a une partie qui est gelée sur la délibération pour vous donner l'accès et même les constructions.
Mais sauf qu'en réalité, on ne voit pas les sanctions. Si j'habite à Guédiawaye, je ne vois pas de sanctions. Si je suis de Mermoz, je ne vois pas les sanctions. Mais demain, qu'est-ce que je serais tenté de faire? Je serais tenté de faire comme derrière Magic Land, comment les gens ont privatisé avec implicitement la mairie. Mais c'est des zones où la salubrité, où l'hygiène n'est pas respectée. Parce qu'un service d'hygiène qui arrive là-bas la nuit, je ne l'ai pas encore vu. Et quand j'ai échangé avec des exploitants, ils n'ont jamais vu le service d'hygiène arriver là-bas pour contrôler. Et tout le monde sait que si vous arrivez là-bas au lendemain, de voir l'environnement et que la veille, le soir, vous étiez là pour consommer, pour payer même, l'hygiène est vraiment regrettable. Donc, voilà à peu près les deux visages qu'il y a, la privatisation de luxe ou bien l'accès pour exploiter et que l'hygiène, la salubrité ne tient pas la route. Ibé, j'ai envie de dire, la plage, c'est un bien commun, on le sait. Ici au Sénégal, quand vous faites un tour sur la corniche, vous voyez des jeunes qui s'entraînent. Ils profitent de cet espace auquel tout le monde a droit. Mais aujourd'hui, il est quand même malheureux de voir des immeubles, des habitations poussées, privatisées, au point de leur empêcher de profiter de ce bien public-là. Carrément, carrément. Nous, je me rappelle, étant étudiant, c'était notre espace de sport, c'était notre espace de loisirs. La plage est juste en face de l'IFAN. Mais après, tu te rends compte que parfois, tu vas dernièrement, on te dit que, bon, c'est pas complètement privatisé, mais tu vois que l'espace a été réduit. Et c'est au fur et à mesure, ça va continuer à être réduit jusqu'à ce qu'on réveille un beau jour et qu'on te dise que finalement, tu n'as plus accès à cet espace-là. Ce qui est quand même dommage. Mais là où je voudrais interpeller Grand Ibou, c'est par rapport à cette proposition d'inclure en fait, les mairies, les communes, etc. Est-ce qu'il n'y a pas risque de changer de bourreau en impliquant, par exemple, les communes, parce que les communes ne sont pas des sandwichs, j'ai envie de dire, parce qu'eux aussi sont des acteurs de cette boulimie foncière-là. Si on va, par exemple, à Guédiawaye, sur le littoral, avec le récent scandale qu'il y avait, ben, c'était les adjoints au maire, etc., qui s'étaient partagés toute cette assiette foncière-là avec d'autres personnalités. Comment doit-on faire pour ne pas changer de bourreau, pour ne pas qu'en fait ces communes-là, eux aussi reprennent les mêmes pratiques que ce qui existait? Dans l'état actuel, le foncier, sauf dans le domaine maritime, où il y a 100 mètres à l'essai, les communes plutôt ne peuvent pas faire des délibérations dans ces zones. Mais sauf que dans ces zones, il s'avère qu'on trouve des bâtiments qui sont édifiés, empêchant l'accès et surtout la vue. L'implication des acteurs locaux va permettre d'atténuer cette violence qu'il y a, qui est faite par les communes, par toutes les communes, mais également les services des domaines. Parce que ce sont les deux exclusivement qui ont la légalité et légitimité d'accepter une occupation. Maintenant, en intégrant les acteurs locaux comme les ASC, les Daïra, mais tout de suite, la concertation est le plus élargie et cette forme de démocratie locale va au moins préserver les intérêts. Parce que j'imaginerais mal que la plage de Malibu puisse être privatisée à un niveau très élevé s'il y a l'implication de ces acteurs locaux. Au moins, c'est de tenter l'expérience. Parce que si on ne tente pas l'expérience avec l'acte 4, ce qui s'est passé à Mermoz sera la même chose qui va continuer de se passer. Je ne peux pas citer les marques qui sont présentes vers Mermoz, vers Soumbédioune, etc., qui étaient déjà le champ de tir. Et le champ de tir est devenu maintenant où nous, quand on était tout gamin, on partait pour apprendre la pêche ou faire des plongées. Mais on n'a plus accès sur plus de 700 mètres à la plage parce que tout est privatisé et intégralement. Hôtel, la plupart du temps, avec de grandes organisations internationales. Exactement. Bon, sauf que même si on prend l'accès, l'ancien lycée, le CM plutôt, Isaac Foster, ça va être privatisé. Beaucoup d'accès sur l'ensemble des plages de Dakar, le littoral maritime. Et on le voit comme ça sur les images, il n'y a que de petits espaces qui sont autorisés. Pour le reste, il est privatisé. Moi, à ce niveau, je pense qu'il faut quand même, un peu relativiser. En fait, je pense que la privatisation est une chose. Je suis pas capitaliste comme dans l'âme, mais je pense que... Oui, sur ça... Sur certains espaces, sur certains espaces, par exemple, je pense que le problème du foncier sur le littoral
à Dakar, surtout dans certaines parties de Dakar, dans la ville, elle se comprend avec les grands hôtels et tout ça qu'ils occupent. Mais il y a quand même certaines portions qui sont laissées à la population. Maintenant, pour moi, le véritable combat, c'est par rapport à l'érosion côtière. Parce qu'aujourd'hui, ces grands groupes-là qui viennent, qui prennent une partie du littoral pour faire des hôtels et tout ça, ils ont les moyens de pouvoir construire, mettre des choses pour lutter contre l'avancée de la mer. L'État aussi a des moyens. Oui, mais c'est là où j'appelle l'État. C'est-à-dire que tu as d'autres zones, par exemple Barni, Mbao, ou dans d'autres secteurs, où tu viens, on te dit qu'il y a quelques années auparavant, là-bas, là où tu vois la mer, 300 mètres, c'était la mosquée. Okay. Et la mer a tellement avancé, tu te rends compte que, en fait, cette population, elle est en train de perdre cet espace parce qu'on ne l'a pas préservé. Tu vois un peu, maintenant, il y a une logique. Est-ce que tu as un espace, parce que quelqu'un ne va pas venir en bas à Yen pour construire un hôtel, ces populations vont rester avec cette partie, c'est clair. Mais comment est-ce qu'ils vont la préserver? Maintenant, la partie qui concerne plus la capitale et les zones où les gens auront forcément besoin de venir, par exemple, moi, je suis là-bas, je n'ai pas besoin de venir jusqu'à Dakar pour voir la mer. Je reste dans mon quartier. Mais j'ai besoin que l'espace qui est dans mon quartier soit préservé et soit entretenu. Maintenant, l'espace qui concerne les citadins et les gens de la ville, il y a ce qu'on dit, c'est tout à fait logique ce que dit le grand Ibou. Il faudrait une participation des acteurs locaux et une responsabilité étatique pour dire basta, vous privatisez trop, mais il faut quand même concevoir que cet espace-là, quand on le donne à des privés, qu'ils prennent le temps de protéger aussi, parce que je le vois, que ce soit des hôtels ou des restaurants, c'est bien protégé. Et moi, je ne dirais pas, excusez-moi, grand Ibou, participation, mais implication. Parce que parfois, on peut te donner un petit accès, assister aux réunions, entre autres, mais tu peux ne pas être décisionnaire et être carrément, comment dirais-je, impuissant face à la prise de certaines décisions. Ce qu'a dit Diagne est pertinent, puisque depuis février 2025, l'Assemblée nationale du Sénégal a proposé un fonds bleu pour que ce fonds bleu puisse préserver toute la zone côtière. Mais pas seulement ici à Dakar, mais l'ensemble du littoral de 700 km pour protéger les mangroves, etc. Et donc, il y a une loi dans ce sens-là et avec les partenaires pour aller pour que vraiment, réellement, ce fonds bleu puisse exister pour faire ce travail. Il faut juste rappeler que si vous allez vers Terroubi, etc., il y a eu plus de 7000 pneus qui ont été plongés pour créer un corridor pour empêcher l'avancée de la mer. C'est pourquoi, si vous allez vers Magic Land, etc., la mer n'est pas réellement avancée. Ça a été effectivement renouvelé vers Rufisque, parce qu'il y a une vingtaine d'années à peu près, la mer avait envahi un cimetière au niveau de Rufisque. Donc, mais si vous allez vers Yen Djalaw, le plus beau village du Sénégal, vers Popenguine, vers tout le long de la petite côte, toutes ces côtes-là, dans 15-20 ans, vont perdre au moins plus de 50 à 100 mètres, parce que l'avancée de la mer est là. Donc, voilà en tout cas ce qui était l'édito de ce soir. De cette matinée. Très intéressant en tout cas. Et là, nous allons passer maintenant au thread avec Ibrahim Ouattara. C'est tout de suite. Le thread d'aujourd'hui nous parle de la Coupe du Monde avec les pays africains qui peinent à s'en sortir, malheureusement. Malheureusement, Amina, ils étaient 9 équipes à s'être qualifiées pour les 16e de finale de cette Coupe du Monde sur un tournoi de 48 équipes, ce qui est quand même historique, un progrès indéniable du football africain. Il s'agissait du Sénégal, du Maroc, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de l'Algérie, de l'Égypte, de la RDC, de l'Afrique du Sud et du Cap-Vert. 9 lions qui arrivent aux portes de ces finales de Coupe du Monde, de 16e de finale de Coupe du Monde. Et puis en quelques jours, tout semble s'écrouler avec une série d'éliminations. Comment en est-on arrivé là? C'est là que ça fait mal, Amina. Parce que ce n'est pas l'Afrique qui a été dominée. L'Afrique a bien commencé, ils ont bien joué, mais ils terminent souvent très mal. Prenons l'exemple du match RDC-Angleterre. Les Léopards ouvrent le score, ils jouent bien, ils se créent des occasions. Mais et puis Harry Kane se réveille et renverse la vapeur 2-1. Et à la 86e minute, s'il vous plaît, retenez bien cette minute parce que c'est très important pour ce qui va suivre. Il y a également l'Afrique du Sud contre le Canada, un seul but marqué dans les arrêts de jeu, la Côte d'Ivoire contre la Norvège. Ah ça, quand même, la Côte d'Ivoire, c'était trop... Ça a fait très mal. Les éléphants ont eu des occasions, ils ont bien joué eux aussi. Et puis la Norvège qui finit par faire marquer leur deuxième but à la 86e minute.
2 buts à 1. On a un problème de 86 dans cette Coupe du Monde. Exactement. Et pour terminer, le match qui nous a fait le plus mal, le Sénégal contre la Belgique, on menait 2-0. On se voyait tous déjà en 8e de finale. Et pourtant, à la 86e minute, Lukaku inscrit le but. Et puis finalement, Tielemans, dans les dernières minutes du temps réglementaire, vient égaliser. Et puis, en toute fin de prolongation, sur un penalty, ben, on nous élimine carrément de cette Coupe du Monde. Et c'est loin d'être une coïncidence. Je crois que c'est une série de choses qu'on a rappelé tout à l'heure avec Diagne, qui ont fait en sorte que ces équipes africaines n'ont pas pu se qualifier en 8e de finale. Moi, je parle plutôt d'un problème structurel. Déjà, il y a une femme sur le plateau qui connaît très bien le football. Je sais que tu es amatrice. Comment tu l'as vécu, cette défaite du Sénégal? Moi, déjà, dès qu'on a marqué, quand notre adversaire a marqué le premier but, là, j'ai cessé de regarder le match. Moi, je parlais d'humiliation. Excusez-moi, c'est un mot fort. Parce que ça faisait mal quand même de dominer d'abord le match, parce que le Sénégal a très bien joué. J'ai beaucoup crié quand Ismaïla Sarr a marqué son but. Je pense que tout le monde était heureux à ce moment-là. Mais quand même, voir un changement de situation à la dernière minute, c'est que l'équipe adverse a compris quand même il y avait quelques failles. Elle a su jouer sur ça, raison pour laquelle on a profité malheureusement. Voilà, finalement, les joueurs ont dominé et marqué et gagné le match, parce que, in fine, qu'est-ce qu'on retient? Qui a gagné le match, c'est pas qui a bien joué. Donc, remonter quand même à la 86e minute. 3 buts, c'était pas... En tout cas, ça ne faisait pas partie des pronostics ici au Sénégal. Mais bon, c'est une victoire amère, du moins une défaite amère. Donc, on attend maintenant de voir quels seront les changements qui seront effectués, parce qu'on a vu la sortie de Pape Gueye qui boude carrément actuellement à l'équipe nationale. On a vu d'autres sorties concernant tout ce qui s'est passé en interne et en externe. Maintenant, on va voir quelles sont les décisions qui seront prises, parce qu'on ne mérite pas ça quand même. On est champion d'Afrique, on s'attendait à aller très loin dans cette compétition-là. Il y a beaucoup de conclusions à en tirer, n'est-ce pas, Ibe? C'est sûr, beaucoup de conclusions. Moi, ce qui tantôt doit parler d'un problème logistique, je ne sais pas si on doit dire logistique ou tactique, mais pour moi, il ne fallait pas être diplômé, entraîneur diplômé, bien diplômé par la FIFA pour comprendre ces erreurs tactiques qu'a fait cet entraîneur. Pape Thiaw, on mène à la 86e minute. Tu as Pathé 6 en défense. Il suffit que remonter Pathé 6 au milieu de terrain et ramener un autre défenseur pour pouvoir conserver ton avantage. Sortir Sadio Mané. Alors qu'il y a... le propriétaire de l'équipe nationale n'est pas aisé. C'est dur. C'est exactement ça. Non, et je pense qu'on doit aller surtout vers ça, vers cette responsabilisation en fait, des sélectionneurs, pour qu'il n'y ait pas de complexe vis-à-vis de ces soi-disant cadres-là, parce que Rudy Garcia, il a sorti De Bruyne, il a sorti le jeune, comment il s'appelle, l'attaquant belge, là, Doku. Il l'a sorti alors que c'était les têtes d'affiche de cette équipe belge. Il les a sortis en tout début de la seconde période. Mais parce qu'il lit les jeux, il voit que c'est des joueurs qui ne marchaient pas. Ben, il les sort pour amener du sang. On voyait assez souvent à l'écran en train de prendre des notes. Et ces notes ont payé. Et j'ai détesté sa sortie après le match pour dire qu'on connaît ces équipes-là. C'est tout le temps très comme ça. discourtois, très maladroit. Ça fait encore plus mal. J'aurais tenu les mêmes propos, d'autres l'auraient tenu. C'est juste dans l'émotion, il était soulagé. Donc, il a perdu juste des analystes. Et peut-être même, c'est des propos qu'il a tenus et il l'a rectifié après. Par la suite. Parce que tout le monde lui a sauté dessus. Mais je pense que durant les moments d'émotion, c'est comme disait Modric, j'ai bien apprécié son propos de dire qu'il est dans des émotions qui sont négatives, il préfère s'abstenir. Ouais. Ça, c'est du leadership. Rudy Garcia ne l'a pas eu. Ayons-nous le leadership de comprendre qu'il a été tout petit dans son environnement petit. Évidemment. Peut-être. C'était tout pour le Pape Thiaw l'a rappelé, on l'a rappelé tout à l'heure, je crois que c'est toi qui l'as rappelé avec la sortie de Pape Gueye et d'Abdou Diarra. Des choix du coach qui ont été contestés par ses propres joueurs, ce qui est quand même assez grave. Donc je crois qu'on a beaucoup de leçons à tirer de cette élimination. Moi, je veux juste en venir aux solutions pour terminer. Je crois qu'on est sur la bonne lancée. Il y a des talents qui sont là, qu'il faut polir davantage. Et je crois qu'on doit plus miser sur ces formations-là, sur ces académies, sur Génération Foot, sur Diamba. Mais pas avec Pape Thiaw. C'est sûr. Il y a une pétition qui a été lancée. Pas avec Pape Thiaw. C'est sûr. Mais il faut y aller. Moi, je suis contre le fait, et j'assume ma position,
qu'on attribue le tout à Pape Thiaw. Ce sont des responsabilités qui sont partagées. Autant le ministère, autant la fédération, autant l'entraînement, le cadre, le staff technique, tout le monde a sa part de responsabilité. Ça serait quand même lâche de tout attribuer à Pape Thiaw. Parce que je vais vous dire une chose, avec beaucoup de respect, même Dieu ne pouvait pas faire le remplacement. Même moi, même personne dans ce monde, il y avait un seul qui pouvait le faire, c'est Pape Thiaw. Donc, quand on parle d'assumer, il faut comprendre qu'il est exclusivement, unique, le seul dans ce monde qui pouvait faire le remplacement et il l'a effectué. N'a-t-il pas changé Sadio Mané? Non, il ne l'a pas fait au moment qu'il fallait. Qui est responsable? C'est lui, ni mon père, ni ma mère. Tant qu'on n'assume pas comme ça, qu'on le sanctionne ouvertement, que les futurs dirigeants sachent qu'en termes de gouvernance, en termes de process, ce ne sont pas des émotions. Ce sont des systèmes qui sont mis en place pour de la performance. Il n'y a que l'acteur qui peut faillir. Il a failli, qu'il quitte. Comment il s'appelle? Ciao. En espagnol ou en italien, on dit quoi? Ciao. Ciao, ciao. Et il va, il rentre chez lui. Il a une maison. Il rentre chez lui. C'est violent, c'est violent. Mais parce qu'il a été violent, Vas-y. il faut qu'on soit à la hauteur. Qui rentre chez lui? Pape Thiaw. Qui rentre chez lui? Pape Thiaw. Qui rentre chez lui? C'est bien sérieux, on continue avec les solutions. Miser encore une fois sur ces académies de formation-là, mais également des solutions par rapport à la fédération, parce que c'est quand même pas professionnel ce qui s'est passé. On ne va pas revenir sur les détails, sur ce qu'on avait dit tout à l'heure, mais il y a eu plein de problèmes avec la fédération. Je crois qu'il y a des réglages qu'il faut faire au niveau de cette fédération-là. Mais également, mieux convaincre ces binationaux-là. On est sur la bonne voie. Ils commencent de plus en plus à opter pour leur sélection d'origine, pour les sélections africaines. Et je crois qu'il faut aussi continuer sur cette lancée, essayer de mieux convaincre ces binationaux-là de revenir, en tout cas de choisir les équipes africaines comme sélection. Je crois qu'avec tous ces éléments-là, si on essaie d'harmoniser ça, ça nous permettra un peu de sortir de cet éternel échec-là, de sortir des 16e et quarts de finale. Mais il faudrait le dire aussi, les binationaux ne vont pas venir se pointer comme ça en cela. Il faut quand même les appâter, proposer un environnement et un cadre propice aussi à leur évolution. C'est sûr, et c'est tout ça qu'il faut harmoniser, c'est sûr. Vous êtes dans la seconde partie du débrief si vous nous rejoignez à l'instant. Et là, nous allons enchaîner avec notre grand reportage du jour qui nous parle de l'embouche bovine, un levier de rentabilité pour les éleveurs sénégalais. Nous avons rencontré Baïfal Diop qui nous a fait découvrir les réalités de son métier. Suivez. Au Sénégal, l'embouche bovine s'impose progressivement comme une activité rentable et un maillon essentiel de la filière viande. Derrière chaque bœuf, mis sur le marché, se cachent plusieurs mois de travail, de patience et d'investissement. À Amotefes, dans le département de Guédiawaye, Baïfal Diop a fait de cette activité son métier. Pour optimiser ses revenus, il adapte le choix des animaux aux réalités du marché et aux périodes de l'année. Lii bi ma ko commencé mi ngi bëgg a yàgg de mënuma laa wax ñaataat laa fi def mais bi ma ko commencé ak léegi yàgg na daal boo man am na métier yu bari jaar naa si mais lii daal laa gën a gis sam bopp quoi moo tax ma choisir ko. Tey jii nii dafa am période yoo xam te ne ñi yor ay veau moo ñuy gënal daa am période boo xam te ne ñi yor ay carcasse moo ñuy gënal am période boo xam te ne dañuy wuti yaay ak doom ndax maanaam daa moment bu nekk. Une fois les animaux acquis, place à l'engraissement. Cette étape demande de la patience, mais surtout un suivi rigoureux. Sa durée varie selon l'âge et la catégorie des bovins. Catégorie bu nekk ak temps boo ko war a engraisser. Exemple tey jii mën naa jox exemple lu mel ni ci veau yi bu dee veau la bu ndaw ñu ngi koy engraisser ci 6 mois bu dee carcasse la bu dee sama classe gi tey jii mën nañ ko engraisser 2 mois ba 3 mois. Mais am na ñoo xam ne 3 mois mooy temps d'engraissement normal bi bu dee yaay ak doom 4 à 5 mois. L'alimentation constitue l'un des piliers de cette activité. Une ration adaptée permet aux animaux de prendre rapidement du poids et d'être prêts pour les périodes de forte demande, souvent liées aux grandes célébrations religieuses.
man samay jur li ma leen di engraissé ay matières premières la yoo xam te ni maanaam ci côté mbay mi lay jógee quoi man loolu laa engraissé. am na yoo xam ne boo leen di jaay dañ am ay 200 kilos am na yoo xam ne dañ am ay 100 kilos 100 kilos ay 125 kilos yi ma mujjee génn nii yooyu ñu ngi am ay 200 180 mooy génn démb. période de vente bi ñett yi ñoo ci ëpp doole bi ñuy bëgg a koor yi tamxarit màggal mais ñett yooyu noonu tey jii nii boo ci yoroon maanaam nag bu mag nga xulle ba ñett yooyu noonu romb la da ngay xaaraat ba déwén. Mais derrière cette activité porteuse se cachent encore de nombreuses difficultés. Entre l'insécurité et la flambée des prix de l'aliment de bétail, les professionnels du secteur réclament un meilleur accompagnement des pouvoirs publics. tey fii nii ñun suñu jafe-jafe bu gën a métti mooy côté insécurité bi ak aliment bu seer bi ñaar yooyu ñoo ñu gën a sonal insécurité aliment bu seer ñun ñu ngi liggéey ci autosuffisance en viande ci réew mi te ñun ñu war a accompagner lañ te amuñu accompagnement waaw pour man loolu la ñu war a yokk ci côté ministre de l'élevage. Malgré les contraintes, Baye Fall Diop reste convaincu que l'embouche bovine a un rôle majeur à jouer dans le renforcement de la production nationale de viande. Un secteur à fort potentiel qui, selon les acteurs de la filière, mérite davantage d'investissement et de soutien pour contribuer pleinement à la souveraineté alimentaire du Sénégal. Notre invité du jour nous a déjà rejoint sur le plateau. On passe à lui tout de suite. Notre invité du jour, aujourd'hui, il s'agit de Thierno Sora Ndiaye. Il est ingénieur en structure et en conception de projets. Il est notamment membre de la société civile, coordonnateur des assemblées du Divan citoyen. C'est un plaisir de vous recevoir dans le Refresh. Le plaisir est partagé. Bonjour à vous tous. Plaisir partagé également. Alors, parlez-nous d'abord de votre structure, le Divan citoyen. Le Divan citoyen, c'est une organisation de la société civile, comme toute autre organisation, qui regroupe des jeunes, je peux dire, mais aussi des vieux, dont l'activité est principalement basée sur X. Maintenant, ce qu'on veut promouvoir au niveau du Divan, c'est les dialogues citoyens, c'est l'action citoyenne, c'est une participation citoyenne dans les décisions publiques et dans les politiques publiques. Je vous suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous organisez énormément de space où vous expliquez de nombreuses situations qui se passent dans le pays. Et là, justement, on va parler de cette dette au Sénégal. Pourquoi une assemblée, selon vous, citoyenne sur la dette du Sénégal? Parce que d'abord, permettez-moi de saluer tous les membres du Divan citoyen qui m'ont envoyé ici. Parce que d'abord, quand on parle d'économie, les gens ont souvent l'habitude à penser à deux cercles, cercle État et cercle professionnel. Alors que l'économie, c'est l'aspect qui impacte en fait tous les secteurs et toutes les classes sociales. Et quand on parle de dette, généralement, on a l'habitude à laisser la question aux politiques, à laisser la question aux États, à laisser la question aux partis. Et donc, il n'y a pas de débat citoyen. Alors que quand on dit payer la dette, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le président, ce n'est pas le politique qui paye la dette, ce sont les citoyens qui payent la dette. L'exemple que je peux vous donner, par exemple, c'est quand on a lancé le presse. Toutes les répercussions de la presse sur les questions de taxes reviennent aux citoyens et ne reviennent pas aux autorités généralement. Et donc, nous, on s'est rendu compte que ces gens-là qui sont les premiers impactés de la dette ne sont jamais consultés quand on parle de la dette. Et donc, on s'est dit, en tant que citoyen, il ne faudrait pas laisser cette question-là aux politiques qu'ils nous mènent et qu'ils nous orientent, mais aussi qu'on se dise que c'est une question qui va impacter notre vie, c'est une question qui va impacter nos revenus, et donc il va falloir nous aussi nous faire entendre par les politiques et par les autorités. C'est le meilleur moyen de donner aux populations la parole pour qu'elles donnent justement leur avis sur la gestion de la cité. Je vois IB qui est en train de faire un signe. Moi, j'entends assemblée citoyenne sur la dette du Sénégal. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Genre, il y a déjà une assemblée au Sénégal, c'est l'Assemblée nationale. C'est les citoyens qui ont voté pour les députés qui sont là-bas pour qu'ils les représentent. Eux,
ils sont là-bas parce que la population a voulu qu'ils soient là-bas et qu'ils soient là-bas. Moi, j'ai envie de vous demander, vous, la société civile, vous dites de la société civile, on est d'accord. Vous représentez qui, en fait? Genre, si les citoyens eux-mêmes décident de voter des gens pour aller à l'Assemblée nationale défendre leurs intérêts, pourquoi on a besoin, en fait, de vous pour encore représenter ces mêmes citoyens? Alors, il faut savoir que quand on parle de société civile et quand on parle d'action citoyenne, le vote en fait partie. C'est pas parce que le citoyen a voté qu'il dit que j'ai délégué toutes mes actions maintenant, je n'ai besoin de ne plus rien faire. Il ne s'agit pas de ça. Le vote fait partie des actions citoyennes. Et souvent, on n'a pas l'habitude d'entendre comme ça la démocratie. Dans la démocratie, dans la participation citoyenne, il y a plusieurs formes de participation, notamment l'élection. Et l'élection en est une. Maintenant, moi, je comprends votre question parce que c'est ce que je dis très souvent. Au Sénégal, on a l'habitude de comprendre la participation citoyenne que 4 minutes dans chaque 2 ans. Et quand je dis dans chaque 2 ans, je parlais des élections et des élections législatives. Parce que on voit le citoyen participer qu'à travers les élections. C'est-à-dire quand il rentre, quand il fait, tu vois, quand on est dehors sous le chaud soleil, qu'on attend d'entrer dans l'urne et de voter. C'est ça que j'appelle les 4 minutes. Et que dans la conception de beaucoup, c'est durant ces 4 minutes-là que s'arrête l'action citoyenne. Alors que non. Dans l'action citoyenne, il en fait partie d'être exigeant, de regarder les personnes qu'on a élues, et même de continuer les actions qu'on a et qui relèvent de nos leviers tant juridiques que sociaux, mais aussi démocratiques. C'est-à-dire de participer, de proposer et de nous faire entendre. Et c'est dans ce sens-là que la société civile agit. La société civile n'agit pas en se disant qu'on reprend la légitimité électorale, mais agit en se disant que nous sommes des citoyens, nous avons le droit d'agir comme il est question, comme le vote aussi est une action parmi tant d'autres. D'accord. Et j'allais justement vous poser la question de savoir, vous avez répondu de manière partielle, l'importance d'une telle action pour une démocratie participative. L'importance d'abord, c'est la transparence. Parce que, imaginez-vous, le débat est là aujourd'hui, ce n'est plus odieuse, il n'y avait plus de levier, tu vois, il y avait caché ou ainsi de suite. Mais le débat, il s'agit d'une chose d'abord, c'est une question de transparence. C'est que pour moi, si les citoyens étaient assez impliqués sur les questions économiques et sur les questions de dette, ce débat-là dont on parle aujourd'hui n'aurait pas lieu parce qu'ils auraient assez de leviers, eux, pour agir sur les informations, pour agir sur des requêtes. Je donne juste un exemple, par exemple. S'il y avait moyen, sur la Constitution, par exemple, pour un citoyen de saisir le Conseil constitutionnel, depuis 2018 ou 2019, des organisations qui avaient travailler sur la question de la dette du Sénégal. Moi, je l'ai fait avec Nonga Samba Sylla, mais pouvaient le saisir sur des questions d'information, de renseignement et éclairer le public. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose sur la question de la dette, c'est une question d'impact. Les politiciens, ils ne le disent pas. Mais quand ils s'endettent au nom du citoyen. Ils ne s'endettent pas au nom de l'Assemblée, par exemple. C'est l'Assemblée qui valide, mais ils ne s'endettent pas au nom de l'Assemblée. Ils s'endettent au nom du peuple sénégalais. Et ce peuple-là, ce n'est pas un peuple électoral. C'est un peuple vivant. C'est un peuple qui a besoin d'agir, de savoir et de connaître. Et souvent, c'est un peuple qui ne vote pas forcément. C'est une frange du peuple qui n'a pas peut-être forcément voté pour une majorité, mais qui doit savoir, parce qu'il fait partie de ce truc, de ce peuple-là. Donc la question de la dette, c'est surtout sur cela. D'abord, c'est une question de transparence, de nous dire réellement qu'est-ce qu'il en est. Et nous plébiscitons une audit citoyenne de la dette. Une audit citoyenne de la dette qui permet d'avoir des chiffres en toute transparence et de savoir qu'est-ce qui est en dessous et en deçà de la dette, mais aussi une question d'impact, de savoir que sont les impacts de la dette réellement. Et parlant même d'impact, pensez-vous impacter positivement à travers ces démarches? Oui, c'est ce que nous souhaitons. En tout cas, dans nos démarches, on a eu à saisir plusieurs députés de l'Assemblée nationale qui sont passifs. Frappe, avec qui on est en collaboration, a écrit le président de la République, a écrit le Premier ministre. Datant ex-Premier ministre a aussi écrit aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale pour l'informer que nous voudrions faire des assemblées, l'audit citoyen de la dette. Et aujourd'hui, nous, ce que nous voulons, c'est inviter les citoyens
leur faire savoir, leur faire comprendre les enjeux de la dette, mais aussi qu'ils aient leur mot à dire, qu'ils ne subissent pas le discours des politiciens sur ces sujets-là. De toute façon, j'espère qu'on se fera entendre sur cette question-là, quelle l'implication est donc d'office le citoyen de la dette. Mais je pense que nos démarches, en tout cas, sont citoyennes et républicaines, si je peux. En d'autres termes, vous aidez la population à avoir accès à la bonne information. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je vous posais cette question. Il est ingénieur et concepteur de projets, tu l'as rappelé tout à l'heure, Aminata. Alors aujourd'hui, quels sont, selon vous, les principaux obstacles qui freinent la mise en œuvre de projets à fort impact économique et social dans nos pays? On a parlé de dette et de transparence, peut-être une solution pour ça? Oui, d'abord, les projets à fort impact, moi j'évite souvent ces termes-là des économistes de développement, les projets à fort impact, mais on peut parler de projets d'impact social. Et dans les projets d'impact social, par exemple, moi je dis souvent à mes camarades qu'on peut beaucoup critiquer le BRT, mais c'est un projet qui a un énorme impact social. Maintenant, pour cela, il ne faut pas se leurrer, c'est des questions économiques. L'ingénierie technique est là, par exemple. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez avoir une bonne proposition d'ingénierie technique. Mais en réalité, le vrai défi ou le vrai problème dans nos pays, c'est économique. C'est d'où viennent les fonds et qui finance réellement ces projets-là. Et vous le savez, tant que moi, un pays qui pèse avec 7 000 milliards en quelques de budget, dont 4 000 milliards sont répartis sur des paiements administratifs, ainsi de suite, ne peut pas se prévaloir certains droits pour avoir ces projets-là dont parler, de développement social, ainsi de suite. D'abord, le défi ou la contrainte principale est économique. Et donc, ça rejoint la dette parce que oui, nous ne disons pas, par exemple, qu'il ne faut pas s'endetter. Il faut s'endetter. Ce n'est pas un délit de s'endetter. On peut s'endetter sur des projets pour financer le développement, pour impacter socialement, pour créer de l'industrie, créer de l'emploi, créer de la devise étrangère. Mais il faut savoir aussi, lorsqu'on impacte pour des populations, il faut rendre compte à ces populations-là et leur présenter ces projets-là, qu'ils sachent que ces projets-là d'impact social sont des projets qui ont été financés à travers une telle dette, une dette qu'on paiera, par exemple, sur telle année, et que tout soit... Exactement. Tout ce qu'on peut dire, en tout cas, vos spaces sur X, moi, personnellement, je les suis, ils sont très instructifs. Voilà, ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses. Merci, Thierno Sorandiaï. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes ingénieur en structure et en conception de projets et vous êtes notamment membre de la société civile et coordonnateur des assemblées du dialogue citoyen. Merci à vous et j'espère qu'on vous verra ce samedi 4 à Anne lors de notre assemblée citoyenne sur la question de la dette. Pourquoi pas, si le temps nous le permet. On vous attend. Voilà. Je vous invite à rester sur le plateau. Tout à l'heure, nous allons passer à Fierté locale avec Mamadou Diagne. Notre fierté locale de ce numéro s'appelle Ndeye Tabaski Thiam Diouk. Elle est une figure majeure de l'entrepreneuriat panafricain et fondatrice du groupe Racine depuis plus de 30 ans. Chevalière de l'Ordre national du Lion, cette administratrice de banque pointue en finance avec de nombreuses autres facettes est une grande fierté que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec Mamadou Diagne. Merci beaucoup Aminata. Je pense qu'on l'a vu récemment. Il y a beaucoup de Sénégalais qui ont été décorés chevaliers de l'Ordre national du Lion. C'est un titre qui a été élevé au grade de chevalier de l'Ordre national du Lion. C'est un titre très, très honorifique pour le service rendu à la nation. Je pense qu'aujourd'hui, notre fierté locale, Ndeye Tabaski Thiam Diouk, en est une. Elle est la seule femme présente dans le club des investisseurs sénégalais, le club fermé. Quand même, c'est un club très restreint. C'est un club très restreint, mais ça confirme sa posture et son leadership. Déjà en 2017, elle a été sacrée trésor vivant de l'artisanat à Louvre, à Paris. Ndeye Tabaski Thiam s'active dans 4 domaines, la communication, l'événementiel, l'hôtellerie, la distribution et la création de luxe. Aujourd'hui, cette dame est une référence dans le domaine parce qu'il y a 2 choses qui sont à noter, Aminata. Parce que la première des choses, c'est que souvent, quand on parle de femmes, on se rend compte que certains sont dans l'extravagance, dans l'exhibition de ce qu'ils font de manière naturelle. Mais avec discrétion, elle a su tisser sa toile avec dans pas mal de domaines. Elle est conseillère de plusieurs chefs d'État
africain. Il est administratif d'une grande banque d'affaires à Abidjan. Au quotidien, son leadership incarne et impose dans plusieurs domaines. Le groupe Racine a créé une réussite dans le secteur, comme on l'a dit tout à l'heure, de la communication, de l'événementiel, de l'hôtellerie. Maintenant, ce qu'on constate aujourd'hui et ce qui fait la différence et pourquoi elle inspire d'autres jeunes femmes dans ce domaine, c'est que souvent, on se rend compte et on l'a dit, c'est que les femmes dans les milieux de décision sont obligées d'avoir de forts caractères pour pouvoir rester au sommet. Je te vois sourire quand je dis ça. Je suis contente. Moi, quand on parle d'une femme qui tient les rênes, moi, ça me fait plaisir. Oui, mais c'est parce que c'est à force d'expérience et de leadership, en fait. Parce qu'aujourd'hui, quand tu exerces dans 4 domaines différents et que tu réussis à marquer ton empreinte et que tu partages un cercle restreint de clubs d'investisseurs comme Atepa, comme le directeur de Sedima, comment il s'appelle encore? Babacar Sedima, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été abouti, qui a été fait d'un point A à un point B. C'est une pionnière dans la parfumerie de niche au Sénégal. Sa signature, elle est exceptionnelle et sans sort. C'est quelque chose. Et je vois, elle a un style que j'aime bien. Amina est déjà sur le charme de Tabaski Thiam Diouk. Mais je pense que ce qui est plus important, et je le disais tantôt, c'est sa capacité à pouvoir travailler dans l'ombre et à tisser sa toile. Et il y a quelque chose qui est très important, c'est ceux qui ne sont pas proches de la politique, mais qui sont dans des secteurs économiques très différents et qui peuvent exceller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le club des investisseurs a un nouveau président, c'est un homme, mais derrière, elle fait partie du bureau depuis longtemps. Et dans ce club, c'est défendre les intérêts du Sénégal. Durant des années, les gouvernements passent, les politiques passent, mais il y a des Sénégalais qui sont prêts à investir dans ce pays. Récemment, elle a inauguré l'hôtel Racine qui se trouve en ville, à Dakar. Ça a été rénové, elle n'a pas inauguré, ça a été rénové. Et ça aussi augure d'une ambition d'investir et de continuer à investir au Sénégal et dans différents secteurs d'activité. C'est une Thiam, ça veut tout dire. N'est-ce pas, Willy? En tout cas, ça fait plaisir de voir des femmes braves, qui donnent l'exemple et qui sont une grande fierté. Je pense que pour ce numéro-là, tu ne pouvais pas choisir meilleur profil. Je pense que parce qu'elle a un Thiam dans son nom. Non, pas forcément. Ça fait plaisir en tout cas de voir les femmes qui s'assument, qui ont de l'expérience et qui servent surtout leur pays et leur continent. Parce que vu l'expérience qu'elle a, c'est pas rien. Alors, Ibé? C'était un plaisir de partager le plateau de Refresh avec vous. Merci à notre invité, c'était très intéressant. Merci à toi, Amina, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour pour un nouveau numéro dans le Street. Notre invité, appeler les gens à venir participer à l'événement. Oui, appeler tout le monde à venir, surtout les femmes, aux femmes, mais de venir, et c'est tellement vrai parce que nous, on encourage énormément la prise de position de responsabilité de la femme. Et il faut écouter les femmes, comme on dit, il faut les écouter, mais aussi il faut qu'elles prennent leurs responsabilités. Et donc, on les invite à venir et prendre, parce que souvent, les questions économiques, sociales, c'est les femmes qui le subissent beaucoup plus. Ce n'est pas mes données, c'est les données de la NSD1. Voilà. Et comme le disait tout à l'heure votre confrère, vraiment, c'est des questions sur lesquelles il n'y aura pas d'économistes qui vont venir utiliser des termes extraordinaires. C'est des citoyens qui sont sur la question, qui travaillent depuis un bon bout de temps, qui viendront expliquer et essayer de prendre des autres ce qu'ils disent pour après essayer de faire un mémorandum, de mettre quelque part pour l'adresser au président et au président de l'Assemblée nationale. Bonne chance en tout cas pour l'organisation de cet événement. Vous l'avez bien compris, c'est la fin de ce numéro. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre round-up de l'actualité, toujours dans le Refresh.